Un thriller pour l'été, tu n'auras pas peur. Un thriller de Michel Moati. Michel Moati est docteur en sociologie, professeur à l'université de Montpellier, ancien journaliste. C'est son 4e livre, Tu n'auras pas peur. Avec ce nouveau polar, il ramène le lecteur à Londres, comme ses 2 premiers livres, sur les traces d'un tueur qui met en ligne ses crimes. Michel Moati est docteur en sociologie des médias et avec ce crime, il analyse notre société basée sur l'image, mais aussi l'évolution du métier de journaliste. Donc un polar à lire, un thriller à lire pendant l'été, bien caché au fond de votre lit, sur la plage, où vous voulez, quand vous voudrez. Et surtout, tu n'auras pas peur. Tu te diras que ces corps ne sont que des images, tu avanceras parmi elles et surtout, tu n'auras pas peur. Tu n'auras pas peur, c'est le titre de ce thriller aux éditions HC de Michel Moati. C'est l'été, c'est l'été, c'est l'été. Michel Moati, bonjour. Bonjour. Donc Michel Moati, c'est la seconde émission qu'on fait avec vous. La première, c'était avec un roman, votre 3e roman qui s'appelait et qui s'appelle toujours Alice change d'adresse. On peut redire un mot sur ce roman-là ? Oui, si vous voulez. C'est un roman autour d'un univers intérieur un peu compliqué. C'est une jeune femme qui pense avoir perdu son enfant, être même responsable de la mort de son fils de 11 ans dans un accident lors d'un week-end et qui tente de se suicider, qui se rate et qui se réveille après plusieurs semaines de coma dans un hôpital et qui fait la rencontre d'un officier de police en convalescence qui lui apprend que son fils est sans doute pas mort et lui propose de partir à sa recherche parce qu'il a des éléments qui l'a rassemblé pendant son coma. Donc là on est au tout début du roman, voilà le prérequis si vous voulez, et l'histoire d'Alice, ça va être l'histoire de cette quête dans le passé, autour de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a cru voir, de ce qu'elle a cru comprendre, de ce qui lui est arrivé, et tout va se remettre un petit peu en place, mais pas forcément dans le sens qu'elle avait pensé, qu'elle avait imaginé. Voilà, donc c'est un peu un roman, c'est un thriller psychologique, c'est un peu un roman à bascule, comme disent à twist, comme disent les anglo-saxons, dans lequel, à la toute fin du livre, on apprend qu'on a été un peu manipulé et que l'histoire peut-être mérite d'être lue autrement, et qu'en tout cas, si on la relit, on va tomber sur toute autre chose que le roman qu'on vient d'achever. Voilà, j'ai essayé de résumer un peu sans en dire trop, parce que tout tient quand même dans un suspense qui trouve son épilogue vraiment à la toute dernière page, et voilà, j'essaye de rester un peu feutré là-dessus. Voilà, donc il était question aussi du syndrome de Cotard, mais on va s'arrêter sur ce 3e roman. On va parler du 4e qui est gros, hein, c'est un gros, il fait 460 pages. Ça s'appelle Tu n'auras pas peur. Sur la couverture, il y a une libellule avec un dard en forme de tournevis, on peut dire. C'est pas un tournevis en fait, c'est un. Alors là, il y a eu des. C'est dans le livre, c'est ça ? C'est une seringue. Avec le studio graphique qui a fait la couverture, entre l'éditeur, le studio et moi, on n'était pas tous d'accord sur. Au départ, la libellule elle était normale, elle n'avait pas cette espèce de parasite, parce qu'il s'agit d'un parasite. En fait, c'est un parasite comme on en voit sur les écrans télé ou les moniteurs d'ordinateur. C'est une image troublée en fait. C'est le renvoi un petit peu à l'imaginaire d'Internet et de la tyrannie des écrans. Donc c'est un parasite, c'est pas un tournevis. Alors dans ce 4e thriller au rythme effréné, vous plongez le lecteur dans son domaine d'expertise, la violence dans les médias et sur le net, la vitesse de l'information et les nouvelles responsabilités des journalistes. Alors vous-même, vous êtes docteur en sociologie des médias. Ça consiste en quoi être docteur en sociologie des médias ? Oui, je dirais que ma mission prioritaire, c'est de faire comprendre aux jeunes générations, enfin aux étudiants qui suivent les cours, comment fonctionnent vraiment les médias aujourd'hui, déjà en les comparant avec des fonctionnements plus anciens. Enfin, moi, je remonte dans l'histoire des médias jusqu'à l'invention, on va dire, de la presse grand public au 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux réseaux sociaux, donc de voir comment tout ça a évolué, quels sont les messages qui sont véhiculés par les médias depuis plus d'un siècle, comment ces messages-là ont beaucoup changé, comment ils ont beaucoup changé nos vies. Voilà ce que c'est que la sociologie des médias, en particulier sur la fabrication, comme on dit aujourd'hui, de l'opinion publique, c'est-à-dire comment on pense, nous tous, les uns et les autres, comment on arrive à penser un peu sur tout, parce que c'est en fonction de notre culture propre, des recherches qu'on fait, de notre culture familiale,
familiale, ou est-ce que c'est parce que les médias mettent aussi un certain nombre de sujets au premier plan et nous les font passer comme prioritaires. C'est des réflexions autour de ça, et pas seulement des réflexions, des analyses, des enquêtes de terrain sur lesquelles je me base pour essayer de parler de ça avec mes étudiants. Oui, donc ça fait partie aussi de cette vie qu'on vit en ce moment, avec toutes ces mauvaises nouvelles, ce terrorisme et cette façon qu'on a de voir le monde et d'être dans l'horreur. Alors, on reviendra un peu dessus. Plusieurs personnages dans votre livre. Il y a une jeune journaliste passionnée, qui est une journaliste web qui s'appelle Lynn Thursday. Elle est assez sympathique, cette jeune femme, on peut dire. Hein. Elle est un peu sympathique, elle est un peu cabossée aussi. Elle est à la limite de ce qu'on pourrait qualifier de burn-out. Elle travaille beaucoup, elle a peu de repères, elle sacrifie un peu sa vie privée au détriment de fonction de son travail. Elle donne quasiment tout à son job de web reporter. Elle a eu des succès. On voit que c'est quelqu'un qui travaille bien, qui sait enquêter, qui sait aller au fond des choses, qui prend peut-être des risques plus que d'autres. Oui, elle nous paraît sympathique. Elle nous paraît aussi parfois un peu désolante, parce qu'on voit qu'elle est tiraillée entre des désirs qui sont des désirs aussi de femmes de son âge, de femmes de notre époque, et puis cette compulsion à rester tout le temps dans la veille journalistique, dans l'action, dans la recherche de nouvelles, dans la recherche d'interlocuteurs, d'éléments qui peuvent la faire progresser dans son enquête. Donc on est un petit peu tiraillé entre l'admiration pour sa capacité de travail, ses intuitions journalistiques qui sont souvent très bonnes, et puis on a envie de lui dire aussi Lynn, pense un peu à toi, prends du temps pour toi, regarde aussi la vie qui défile autour de toi et prends-en un peu ta part. Bon, elle est pas loin d'être alcoolique, hein. Ouais. Ça l'aide beaucoup, je veux dire. Elle est très inclinée sur elle boit tout. Plus elle est stressée, plus elle boit. Donc comme là, elle traverse une période de stress assez intense avec ses enquêtes. On lui confie sur des assassinats de plus en plus terribles et horribles. Plus elle boit. Et plus elle boit, comme elle dit ça y est, je me remets à boire avant le déjeuner, je me mets à boire le matin, voilà, elle cumule et elle accumule, elle boit beaucoup de rhum Bacardi dans les pubs. Elle commence de plus en plus tôt, plus le livre avance, plus elle commence tôt dans la journée à picoler. Et voilà, elle se pose des questions aussi là-dessus. Alors elle est très très connectée, donc on a oublié de dire aussi que ça se passe à Londres. Elle est très connectée et donc il y a une description de Londres, je pense, de maintenant qui est assez étonnante. Et puis surtout, elle a une écriture extraordinaire, cette femme. Elle a une façon de donner les nouvelles à ses lecteurs qui font qu'ils ont envie de savoir la suite. Elle est beaucoup en effet dans la mise en scène de ce qu'elle raconte, mais elle a quelque chose qui est sans doute, moi en ayant été journaliste, j'aurais jamais osé faire ça, parce que je sais que je me serais fait taper sur les doigts par mes rédacteurs ou mes rédactrices en chef. Elle tutoie ses lecteurs, elle apostrophe, elle pose des questions aux lecteurs, elle a une démarche journalistique entière et très professionnelle dans la recherche d'informations. Par contre, son écriture, elle est assez peu journalistique, elle est qualifiée par ses confrères et consoeurs de littéraire, par exemple. C'est vrai qu'elle écrit un petit peu comme elle écrit presque en langage télégraphique, elle apostrophe, elle tutoie, mais ça donne du coup un ton très singulier à ses articles. Et c'est vrai qu'elle a ses admirateurs, elle a des fans presque, ceux qui la suivent sur le web, etc. Et ce qui lui a donné en tout cas cette visibilité particulière. C'est une journaliste un peu diva dans le monde du web reportage. Elle est très suivie et elle a pas mal de succès. Alors il y a un autre journaliste dans votre livre, il s'appelle Trevor Sugden. Lui, c'est pas le même, c'est un journaliste à l'ancienne. Il dit à un moment, ça m'a beaucoup amusé, qu'il a un ordinateur qui est absolument connecté nulle part pour justement qu'on lui pique pas ses données, ça m'a fait rire, et qui remet tout sur papier et qui classe à l'ancienne. Et lui, il est plus ou moins atteint d'une maladie incurable et il pense aller faire une euthanasie en Suisse. Donc il y a tout ce côté de votre roman où il y a cette mort là qui est là, donc on apprend un peu comment ça se passe là-bas. Et ça, vous avez fait une recherche? Non, j'ai été malheureusement confronté à une histoire réelle tout proche de moi, de quelqu'un qui s'est arrivé, et c'est une manière un petit peu aussi de m'appuyer là-dessus, de le détourner aussi, d'en faire une fiction, d'en faire un personnage de fiction et de pouvoir l'affronter en fait. Je pense que je m'en suis servi
j'ai créé ce personnage pas seulement pour ça. D'abord, avant tout, c'est un journaliste, et c'est un journaliste, comme vous l'avez dit, de la vieille école, donc il va se positionner en tant que personnage du roman comme une sorte d'alternative au travail de Lindon Day. Lui, il travaille à l'ancienne, etc., ce qui empêche aucunement il y a une grande complicité entre les deux. Ils sont concurrents mais très complices. Ils travaillent souvent ensemble, chacun gardant ses petits secrets. Mais j'ai aussi, c'est un peu le passager clandestin du personnage de Trevor Sugden, c'est qu'il est en effet gravement malade et qu'il envisage ce qu'on appelle un suicide assisté. Voilà, je l'ai vécu dans la vraie vie, hein, pas très loin de mon cercle intime. Et voilà, j'ai pensé que c'était quelque chose que les gens connaissaient pas forcément. C'est un peu compliqué, ça pose pas mal de questions, pas seulement d'ordre philosophique. J'ai trouvé que c'était intéressant d'en parler dans les dialogues. C'est souvent la question est souvent abordée dans les dialogues entre la jeune Lynn Day et le vieux journaliste qui demande à Lynn en fait d'être son accompagnatrice dans le dernier voyage. C'est aussi très en filigrane dans le roman, mais ça apparaît un peu en arrière-plan. Donc là, ce que vous dites, c'est exactement comme ça que ça se passe, c'est-à-dire qu'on demande un accompagnateur, on fait signer ses lettres de décharge. Oui, tout ça est très vrai, oui. Ouais. Tout ça est très, très réaliste. Ça se passe vraiment comme ça. En Suisse, en tout cas, dans d'autres pays, moi, l'exemple que j'ai eu à connaître, c'était en Suisse. Donc, le nom de l'organisation qui est cité dans le roman est fictif. Hein. J'ai changé le nom de l'association qui prend en charge, mais le protocole est celui que j'ai décrit dans le livre, qui est à la fois très très strict, hein, très très contraignant, très précis, très suisse, j'ai envie de dire, et puis en même temps pose des questions beaucoup plus profondes qui ont trait évidemment aux sensibles, aux émotions, à la douleur, à la tristesse, au désespoir de la disparition de quelqu'un, etc. Mais tout ça est transcrit en effet dans le protocole de manière presque administrative, en tout cas très médicale. Entre Lynn et Trevor, ils vont devoir tous les deux faire face à la folie humaine, à leur conscience et au rôle qu'ils jouent dans cette escalade de l'horreur. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions en ce qui concerne les journalistes, toujours des scoops et on en reparlera un peu plus tard. Mais est-ce que Tu n'auras pas peur, c'est-à-dire le titre de votre roman, est un roman inspiré de faits réels en ce qui concerne les faits que ces deux journalistes vont devoir élucider ou tout du moins commenter. À la différence de mes deux premiers romans qui étaient directement inspirés de dossiers criminels tout à fait réels, dont la trame narrative, la trame romanesque suivait d'assez près le déroulement historique des faits, je dirais que Tu n'auras pas peur, c'est pas un roman inspiré de faits divers, c'est un roman imprégné de faits divers, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il y a un fait divers authentique, réel, qui est au cœur du roman, qu'on découvre petit à petit, qui est différent des crimes, des meurtres qu'on voit se produire en direct, relayés à la fois par les deux journalistes dans leurs médias respectifs, mais aussi par l'enquête de police. Et on va s'apercevoir au fil des pages que tout ça est peut-être né d'un fait divers, lui, qui est tout à fait réel, qui a eu lieu il y a un peu plus de 20 ans et qui semblerait être à la genèse de ce qui est en train de se passer aujourd'hui en 2017 à Londres. On a oublié de dire qu'on est vraiment en temps réel. Quand le livre est sorti en février 2017, on était en temps réel, en temps raccord avec le temps historique et quelques jours après la sortie du roman, il y a eu ces attentats à Londres. Il y a eu le premier attentat sur le pont à Big Ben, devant le Parlement britannique. Et on était presque raccord là avec le discours de Theresa May qui était intéressant parce qu'à la sortie de Tu n'auras pas peur, le discours de Theresa May en réponse à ce premier attentat était Nous n'aurons pas peur, ce qui était une sorte d'écho à mon roman qui venait de sortir. J'ai trouvé ça assez éloquent à ce moment-là. Il y avait une sorte de symétrie avec l'actualité, non seulement dans le temps, puisqu'on était au printemps 2017, mais aussi dans le choix des mots qui étaient employés. Le rapport entre Alice change d'adresse et Tu n'auras pas peur, c'est qu'il est question d'enfant. Vous vous souvenez parfaitement du moment où vous avez entendu parler de l'assassinat du petit James Bulger à la télévision. C'est une histoire vraie, ça ? Oui, c'est le fait divers dont je faisais état à l'instant. C'est une histoire totalement authentique qui s'est passée en 1993 à Liverpool. Elle est
tout est vrai dans ce que je raconte sur l'affaire James Bulger dans Tu n'auras pas peur, sauf le nom je l'explique à la fin, j'ai changé le nom des deux assassins, qui étaient deux enfants, hein, c'est deux enfants qui ont tué un enfant, plus petit qu'eux, deux enfants de 10 ans qui ont enlevé un enfant de 3 ans et qui l'ont assassiné, torturé, assassiné. C'est une histoire absolument monstrueuse et épouvantable, mais qui est totalement authentique. Donc je retrace un petit peu les épisodes, encore une fois en ayant changé le nom des protagonistes. Pas seulement parce que c'était des enfants, parce que leur nom est connu, hein, l'affaire James Bulger, elle est répertoriée un peu partout dans les dossiers criminels, mais parce que ce que j'explique, on en a parlé avec Isabelle Chopin, mon éditrice, on a pensé qu'il valait mieux changer le nom des criminels, des deux criminels, plutôt que de donner le vrai, du fait qu'on se souvient toujours du nom des criminels et jamais ou rarement de celui des victimes. L'affaire du petit Grégory est comme une exception, mais voilà, on a gardé le nom du petit James Bulger, on a changé le nom de ces deux assassins. Alors vous parlez justement de cette loi de proximité, donc c'est vrai qu'en France on est peut-être moins au courant, puisque ça s'est passé en Angleterre, tout du moins on est moins sensible peut-être à ce qui se passe un peu plus loin de chez nous. C'est un des fondements de la pratique journalistique, hein, qu'on appelle en effet les lois de proximité, c'est que plus on est proche d'un événement, plus il nous intéresse. Et les médias relaient en fonction de leur lectorat différemment les informations selon qu'elles se passent. Nous, médias français, on sait bien qu'un déraillement de train en Inde a moins d'impact qu'un déraillement de TGV entre Lyon et Paris. Parce qu'évidemment, on se projette, hein, il y a une proximité à la fois affective, géographique, etc., qui fait que l'un va nous intéresser beaucoup plus de l'autre parce qu'il nous concerne, il peut concerner nos proches, on peut imaginer qu'on aurait pu être soi-même victime, etc. C'est d'autant plus vrai pour les faits divers, mais ça l'est aussi pour d'autres rubriques. Hein. On s'intéresse plus aux élections présidentielles en France que des élections présidentielles en Islande, par exemple. L'événement a plus de répercussions sur notre vie quotidienne. Est-ce que vous pouvez nous parler de Marie-Belle ? Oui, bien sûr, Marie-Belle. Alors c'est aussi une histoire vraie. Hein. C'est une petite fille dans les années 60 qui a assassiné des enfants en Angleterre aussi, et qui a été arrêtée, condamnée. Elle a été mise en détention dans des maisons, alors d'abord des prisons, hein, c'était la seule fille, la seule mineure dans des prisons où il y avait des adultes, puis dans des maisons de correction, comme on pourrait appeler ça, des univers pénitentiaires, et elle est sortie, elle a été condamnée, si je me souviens bien, à une dizaine d'années de prison, et quand elle est sortie, il y a une loi qui a été prise, qui s'est appelée le Marie-Belle Order, l'amendement Marie-Belle, ou la mesure Marie-Belle, qui visait à protéger sa vie privée une fois qu'elle avait purgé sa peine, et donc elle a eu une identité de substitution. Et c'est entré dans la jurisprudence britannique. Les deux enfants qui ont été coupables de l'assassinat du petit Bulger ont bénéficié de cette même protection. C'est-à-dire qu'ils ont été, on leur a donné une nouvelle identité, une nouvelle vie, et une vie secrète, avec évidemment tous les dysfonctionnements qui peuvent en découler. C'est-à-dire que des tas de gens, comme ce fait divers, vous l'avez dit, hein, peut-être pas en France, mais quoique, mais en Angleterre, il y a eu un retentissement énorme. Des tas de gens ont essayé de retrouver, parfois pour se venger, même s'ils n'étaient pas directement pour punir ces deux enfants criminels, avec des délations, avec parfois des fausses pistes. On a parfois accusé des gens qui étaient totalement en dehors de l'affaire d'être l'un de ces deux criminels rendus à la vie civile sous une autre identité. Avec des menaces, Facebook, il y a eu une page Facebook de gens qui voulaient retrouver ces deux assassins qui, encore une fois, avaient purgé leur peine, étaient sortis de prison et à qui certains voulaient vraiment faire la peau, voulaient les tuer pour le crime qu'ils avaient commis des années plus tôt. Marie-Belle, ça a été sans doute la petite fille, le mineur le plus jeune condamné pour assassinat dans l'époque moderne. Elle est sortie en 1980 et il n'y a que l'Angleterre qui a passé cette loi parce qu'il n'y a pas d'autres cas dans le monde ou vous savez pas? Dans le monde, je sais pas. À ma connaissance, l'affaire Marie-Belle est unique. Ça a été unique en son temps. Elle a été suivie donc par la même procédure concernant Thompson et Venables, donc les deux assassins du petit James Bulger, bénéficiaient donc de la même mesure de protection. Alors, le fait de médiatiser tout ça, il y a même des horreurs. Vous parlez de ces sites, là, je ne sais plus comment ils s'appellent. Best Gore, etc., qui montrent
Qu'est-ce qu'on y voit sur ces sites? On a l'impression que personne ne peut y aller. Des horreurs épouvantables, mais alors, ce qui est d'autant plus terrible, c'est pas tant qu'on y voit des horreurs, c'est que ces sites sont parfaitement légaux. Voilà. On parle souvent du darknet, etc., de zones d'internet qui seraient compliquées d'accès, qui seraient un peu codées, un peu chiffrées, un peu protégées par des protocoles d'accès difficiles. Pas du tout. Documenting Reality ou Bestgore sont accessibles aussi facilement que ce que je dis dans les notes, aussi facilement que le site de Darty ou le site de la SNCF ou que le site de Météo France. Ça, c'est sur le web tout simple, et on y voit des photos, des vidéos d'horreur, de crimes, de suicides, d'accidents de la route, d'accidents de mutilation, enfin des choses absolument épouvantables. Malheureusement, la violence aujourd'hui est devenue une marchandise. C'est devenu une marchandise qui est même placée plutôt en tête de gondole, et pas seulement à cause des journalistes, je dirais même plutôt à cause d'autres que des journalistes, parce que ces sites-là ne sont pas des sites d'information, ce sont des sites de voyeurisme pur et dur, dans lesquels il y a, mis à part la réalité brute sur laquelle ils jouent d'ailleurs, il n'y a pas d'information, il n'y a rien qui constitue les éléments d'information. Souvent en plus des photos anciennes, donc il n'y a même pas la dimension de l'actualité. Voilà, c'est juste du voyeurisme plus que morbide, mortifère, mais qui circule voilà, comme une marchandise plutôt convoitée, plutôt enviée sur Internet. Comment se fait-il qu'il y a un tas de gens qui vont regarder ça, des crimes, des égorgements, des... Bien sûr, il y a c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a une clientèle, oui. Là, fonctionne bien, ils hébergent des bandeaux publicitaires, etc. Donc oui, ils sont fréquentés, ils sont très fréquentés. L'un de ces sites a connu entre guillemets son heure de gloire il y a quelques années avec cette affaire monstrueuse de cet homosexuel canadien qui avait filmé l'assassinat et le dépeçage de son compagnon et qu'il avait mis sur Internet. Alors, il était passé sur YouTube, il a été très vite supprimé de YouTube, mais par contre il a été repris dans une mise en scène presque cinématographique que l'auteur, que l'assassin lui-même avait produit sur son ordinateur avec une musique, etc. Et il a été hébergé sur Bestgore. On voit l'assassinat, puis le viol post-mortem de ce jeune homme, et puis il a été découpé au couteau, enfin, etc. Il y a des scènes de cannibalisme. Enfin, on est dans quelque chose dont le cinéma d'horreur aurait du mal à reproduire les motifs. On est très très loin dans l'horreur. Il y a malgré tout une clientèle nombreuse pour ce genre de production. Y compris sur des actes sur des enfants. Alors comment on peut penser... Non, les actes sur les enfants, par contre, ils existent sans aucun doute, mais ils sont totalement interdits. Là, c'est impossible d'héberger ce genre de choses sans être appréhendé par les services de police et condamné. Et alors pourquoi... Lui, est interdit. Et pourquoi on laisse faire des meurtres en direct comme ça et je veux dire... Pourquoi on laisse faire, pourquoi on laisse montrer, je veux dire, pourquoi on autorise la publication de ces... Pour plusieurs raisons. D'abord, on laisse pas faire. Il y a eu des tentatives. L'affaire Magnotta, donc, qui concerne l'épisode qu'on vient d'évoquer là, concerne les autorités canadiennes, puisque à la fois le crime a eu lieu au Canada et Bestgore est hébergé, est un serveur Internet qui est hébergé au Canada. Donc il y a eu en effet des procédures qui ont été, comme très souvent, défendues. L'avocat et le webmaster de Bestgore a argué de la liberté d'informer. Et la liberté d'informer, en effet, à partir du moment où il ne s'agit pas de matériel criminel, évidemment Magnotta a été arrêté, l'auteur du crime a été arrêté, mais sa diffusion n'a pas été empêchée parce qu'on est dans un cas où, encore une fois, on a préféré la liberté d'expression à l'horreur que cette liberté-là peut provoquer. Et il y a eu une longue procédure au Canada et finalement, Bestgore existe toujours, est parfaitement dans un statut parfaitement légal. Le fondateur, c'est Marc Marette, c'est ça? C'est ça, oui. C'est le gérant de Bestgore. Il faut déjà avoir l'idée. Il y a eu des discours extrêmement développés que les médias ont repris sur le fait que ce qu'il montrait, c'était rien d'autre que la réalité et que son rôle à lui, d'informateur, c'était de la montrer dans toute son horreur et que ça fait partie de notre réalité et que l'interdire, ça serait interdire l'information. Alors c'est évidemment la dialectique, on peut la partager, on peut aussi la critiquer, je pense qu'elle est parfaitement critiquable. En tout cas, les autorités judiciaires lui ont plutôt donné raison jusqu'à présent. Certains médias d'information classiques se laissent aspirer en diffusant en intégralité sur leur page web des images censurées ailleurs.
Voilà, vous dites ainsi l'assassinat d'un infirme en Ukraine, filmé au caméscope par 2 adolescents psychopathes, celle de la mort du policier Ahmed Merabet. Est-ce que vous pensez qu'on a vraiment besoin de l'avoir, cette horreur? Si elle paraît comme ça, c'est qu'elle intéresse du monde quand même. Oui, alors c'est un long débat. Vous parlez de sociologie des médias, on peut consacrer une séance, tout d'un cours à parler de ça. Est-ce qu'il faut montrer, est-ce qu'il ne faut pas montrer? Est-ce que ça change le sens de l'événement si on en montre vraiment le déroulé? On peut épiloguer longtemps là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un consensus, en tout cas, dans le cadre légal ou pas, et c'est pas l'important, il y a un consensus en France sur la plupart des médias, sur le fait qu'on ne montre pas. Par exemple, je parle en effet de l'assassinat du policier devant Charlie Hebdo, Ahmed Merabet, le policier qui a été tué à bout portant par les 2 terroristes. Les images ont été diffusées tout le temps en France. Soit on a coupé le moment où, alors on peut dire que c'est une forme d'hypocrisie, le moment où le coup de grâce est donné, soit flouté. Certains médias, je pense à des médias britanniques par exemple, les sites web de certains tabloïds ont diffusé la séquence en intégralité, c'est-à-dire qu'on voit l'homme mourir. Il y a eu aussi le même débat lors du Bataclan, il y a des images qui ont été captées à l'intérieur du Bataclan avec les corps des dizaines de victimes dans la fosse du Bataclan. Quelques-unes ont été publiées en France floutées, encore une fois, c'est une hypocrisie ou pas, on peut en discuter aussi. Certains médias ont diffusé les photos du Bataclan avec les cadavres non floutés. On pouvait, si on le voulait, identifier certains des morts. Donc voilà, il y a sans doute un appétit. Est-ce qu'on peut parler du Bataclan ou de l'affaire de Charlie Hebdo sans montrer les images? Incontestablement, on peut. On peut tout raconter, on peut tout expliquer, on peut informer les gens sans montrer le fond de l'horreur. Après, c'est un choix, sans doute un choix d'audience, un choix que moi je qualifie de racoleur. On veut absolument montrer jusqu'au bout. On n'est pas obligé de le suivre. Et les médias français, dans leur grande majorité, ont fait ce choix. Il y a eu une polémique terrible, vous en souvenez sans doute aussi, lors de l'attentat sur la promenade des Anglais à Nice, où il y a une équipe de France Télévisions qui avait promené une caméra dans les tout premiers instants après le carnage. Et France Télévisions, le lendemain, a présenté ses excuses. En effet, on était dans un champ de cadavres avec une caméra qui filmait, qui interrogeait les survivants, etc. On est sur quelque chose de, pour le moins, très ambigu. 1, 3, 1, 2, 3. En train de parler sur la promenade des Anglais, mais il faut se rappeler aussi de l'assassinat de Kennedy qui a été filmé quand même. Ça a rendu célèbre le journaliste, vous en parlez dans votre livre. C'est-à-dire que c'est une façon de se rendre célèbre que de devenir d'un seul coup la vedette parce qu'on a filmé une scène d'horreur. L'assassinat du président Kennedy, je dirais, c'est le document original, c'est le dossier matrice du film de violence réelle. Il est même étudié dans les écoles de journalisme, il est sans doute étudié aussi dans les écoles de criminologie, etc. Parce qu'il a donné lieu à des tas par exemple, diffusé des centaines de fois par la commission Warren qui s'est penchée sur les dossiers Kennedy. Ce film a été filmé par un monsieur qui s'appelait Zapruder. Il fait quelques dizaines de secondes, je crois qu'il fait 30 ou 34 secondes, je ne me souviens plus. C'est vraiment un document, alors là c'est un document historique pour le coup. On est sur, c'est le président des États-Unis d'Amérique. On est sur quelque chose qui change de statut, à mon avis. C'est pas l'assassinat froid d'un policier sur un trottoir. On est sur quelque chose qui apporte du sens à l'histoire, y compris parce qu'il a été aussi exploité dans une logique de recherche de la vérité, de recherche des assassins, et donc de la réalité de ce qui s'était passé, des commanditaires, etc. Donc je pense qu'on est sur le premier film de violence réelle, mais on est aussi sur un document historique. Oui, mais vous parlez de ce Zapruder qui a filmé et qui est devenu célèbre, c'est-à-dire que maintenant... Il est devenu célèbre, il est devenu aussi riche puisqu'il s'est fait payer très très cher. Il y a eu même des surenchères sur l'achat du document, de son film en format cinéma, avec une caméra, donc avec un film cinéma, qu'il a vendu, je ne sais plus si c'est à Life, au Média Life, je vais dire des sottises, mais je pense que c'était Life, qu'il a vendu très cher, plusieurs... Je sais plus aussi, le montant, je ne me rappelle plus, mais je crois même que le média, la somme était tellement importante que le média l'a payé en plusieurs fois. Il a été payé sur plusieurs années, donc il est devenu célèbre, en effet, parce qu'il a, par le plus grand des hasards, filmé l'assassinat du président des États-Unis,
mais aussi riche. Je crois qu'il a payé les études de ses enfants, etc. Enfin, il s'est exprimé là-dessus, c'est devenu quelque chose de très célèbre. Mais c'est très différent, encore une fois, par exemple sur les attentats de Paris, il y a eu cette histoire un peu sordide de gérant de restaurant qui a vendu à un tabloïd britannique les images de la caméra de surveillance où on voit l'attaque filmée par donc cette caméra fixe. Là, on est sur quelque chose, alors on voit les dérouler, mais c'est quand même très anecdotique par rapport à l'assassinat prémédité, à l'assassinat du président des États-Unis. On n'est pas dans la même dimension. Oui, mais bon, donc avant, c'était les stars qui étaient regardées, dès que vous parlez de l'assassinat de John Lennon aussi, mais maintenant, on peut devenir une star si on filme quelque chose, ça peut donner de la notoriété, c'est-à-dire que le fait de filmer comme ça, je vous dis, tout le monde a son téléphone portable, donc ça peut aussi donner de la notoriété. On peut devenir quelque part une star, et c'est peut-être un peu ce qui se passe dans votre livre avec ces assassins, ces criminels qui ont envie simplement de faire parler d'eux. Ce qui les intéresse, c'est de faire mieux que les autres, et qu'on parle d'eux. Une sorte de compétition, presque aussi une sorte de surenchère dans la démesure, dans l'obscénité, dans la violence, ou en effet le personnage que je décris là, qui est manifestement un psychopathe, va essayer d'aller toujours plus loin dans l'horreur et dans la mise en scène de l'horreur, la mise en scène publique, c'est-à-dire de diffuser le plus possible ces mises en scène macabres, ces assassinats et ces mises en scène macabres, parce qu'il sait très bien que les médias vont eux aussi entrer en compétition pour les diffuser le plus vite possible, leur meilleure définition possible, etc. Et pour donner un retentissement à ses actions, donc aussi liées à sa personne. Le premier niveau de lecture du roman. Après, on s'aperçoit aussi en lisant les pages que ses motivations sont un peu plus complexes que celles-là. En tout cas, c'est celles qui apparaissent dans la première partie du livre. Et donc, il y a toujours quand même une part de responsabilité des médias, puisque vous écrivez que ces images terribles d'exécution, toutes ces morts violentes que nous relayons, que nous commentons, dont nous sommes finalement les diffuseurs et les propagateurs, n'est-ce pas nous, au fond, qu'il faudrait appeler les metteurs en scène? Est-ce que ce ne serait pas ça qu'ils recherchent? On parle des assassins, attirer notre attention, susciter notre curiosité. Est-ce qu'ils ne seraient pas en train de nous ferrer comme les pêcheurs prennent un poisson en lui donnant ce qu'il aime? Et nous, avons-nous réellement envie d'arrêter de raconter ces histoires? C'est les deux journalistes qui parlent ensemble. Est-ce que tout le monde n'y trouve pas son compte? C'est une horreur. Il y a une interrogation là-dessus. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut persévérer à montrer ce que ce fou criminel cherche à nous montrer ou pas? Est-ce que c'est pas nous, finalement, qui lui donnons vie en relayant son travail? Il existe parce qu'on diffuse son travail, sinon il n'existerait pas. Donc peut-être qu'il arrêterait aussi de tuer, peut-être que, voilà, sans publicité, est-ce qu'il continue à exister? Puisque le dévoilement médiatique, c'est de la publicité. Et c'est une vraie interrogation journalistique. C'est de la publicité, et ça fait des lecteurs, et ça fait des visionneurs. Oui, alors, ça fait même des voyeurs. On est sur une logique presque de compulsion à en voir toujours plus et toujours pire. Et vous dites que ça le donne à celui qui fait ces attentats ou ces crimes, ça lui donne une gloire inerte. Oui, parce que c'est une gloire, j'appelle ça gloire inerte, parce que c'est une gloire d'abord qui est totalement éphémère. Il sera remplacé par quelqu'un d'autre très vite. Et puis c'est une gloire qui ne donne pas accès aux bénéfices de la gloire. La gloire, c'est aussi d'en profiter, d'être célébré par ce qu'on a fait, d'en recevoir les honneurs. Et là, il en a que des déshonneurs finalement. Donc c'est pas une vraie gloire. Il y en a la médiatisation, l'aspect spectaculaire, les retombées médiatiques et de communication, mais la gloire, c'est quand même autre chose que ça. Mais vous parlez aussi des likes et des followers, c'est-à-dire qu'on essaye tous d'être des vedettes, de toute façon d'avoir des j'aime, etc. Donc on est quand même dans un monde très numérisé. Il y a aussi un flic, un policier dans votre livre qui s'appelle Andrew Folsom. Il dit, c'est Andrew Folsom, il dit ce genre de détraqué profond né de la mondialisation économique et de l'accélération numérique. C'était une théorie, enfin une intuition plutôt qu'il nourrissait depuis quelques mois. En tant que flic, il avait assisté bouche bée à la dégradation des repères des plus jeunes, leur capacité à confondre sans retenue les scénarios des séries qu'ils regardaient en boucle sur leur site favori et leurs propres actions. Ces gamins qui tiraient au hasard
dans une galerie marchande sur une vieille dame ou un gosse de 5 ans. Est-ce que tout ça, c'est pas aussi lié à tout ce qu'on nous montre ? Ça l'est, mais en même temps, je dirais qu'il ne faut pas généraliser. On ne peut pas dire que tous les ados sont des criminels en puissance parce qu'ils jouent à des jeux vidéo dans lesquels ils vont tuer des ennemis imaginaires. Il ne faut pas non plus passer de l'autre côté de l'espace critique où on devient tout de suite très très sceptique, très critique. Voilà, il y a sans doute des phénomènes de contagion, des phénomènes de mimétisme pour certains, souvent qui sont déjà de borderline, qui sont déjà bien du mauvais côté de la raison. Mais ça peut être incitatif. En tout cas, ça l'est sur l'autre exemple qui est donné dans le roman, c'est cette disparition, on ne sait pas trop si c'est une disparition, un enlèvement d'une blogueuse très très en vogue, très célèbre. Finalement, les médias se mettent à relayer la disparition comme c'est aussi important que le Brexit, c'est aussi important que le terrorisme international, etc. Alors c'est juste une blogueuse qui a 16 ans, qui a juste disparu de la circulation pour faire parler d'elle pendant quelques jours. Et d'un seul coup, ça devient un phénomène médiatique incroyable. C'est aussi un épisode réel, et là c'est vraiment passé en Angleterre cette année. Il y a une sorte de confusion entre à la fois le réel et l'imaginaire, mais aussi entre l'important et le pas important. Et ça, c'est un vrai questionnement journalistique. Les journalistes passent leur temps à ça, à démêler le vrai du faux, d'un côté, et à démêler et à hiérarchiser ce qui est important et ce qui l'est moins. C'est ça qui fait les rubriques de journaux. Et là, on est dans une sorte de confusion très globale. Et en particulier pour les plus jeunes, enfin ceux qu'on appelle la génération Y, ceux qui seront de la génération Internet, qui ont toujours connu l'ordinateur et les réseaux, il y a une forme de désarroi un petit peu là-dessus. Ça fait pas d'eux des criminels, encore une fois, mais ça fait d'eux des gens qui ont un rapport très spécifique aux médias, et à l'information, à la hiérarchie des informations. Oui, vous écrivez en fin de livre que vous avez posé dans ce récit des personnages travaillant dans les zones d'emprise de ces univers numériques. Vous avez essayé d'en faire les porte-paroles d'une information capable de rendre compte des plus terribles nouvelles, mais préservée du cynisme et de la grossièreté qui s'étendent ici et là, c'est-à-dire partout où l'urgence d'informer semble vouloir s'accompagner d'une compulsion à montrer le pire au plus vite et sans aucune retenue morale. Lynn Dunstey et Trevor Sugden sont deux générations, deux moments d'une même exigence, celle d'un journalisme désireux de révéler sans salir. Ça doit pas être facile de révéler sans salir. C'est possible, c'est parfaitement possible. Alors, là, j'ai posé deux personnages qui correspondent bien évidemment à une forme d'idéal journalistique, qui évidemment n'est pas seulement le mien. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu qu'il y en ait une qui soit la représentante du nouveau journalisme, du web journalisme, et l'autre un dépositaire du savoir-faire ancien, du journalisme à l'ancienne, parce que les deux se retrouvent là-dessus. Je pense que ce qui qualifierait leur travail à tous les deux, on voit écrire des faux articles de l'un et de l'autre pour montrer pour exposer leur manière de travailler, pour leur manière d'écrire, leur manière de décrire. On voit que ce qui l'emporte chez Lynn comme chez Trevor Sugden, c'est, j'ai employé le mot qui convient, c'est la pudeur. Ils ont énormément de pudeur pour parler de choses terribles. Et c'est peut-être un peu ce qui manque parfois, en particulier dans l'information numérisée, où on est, et un peu aussi dans la télé en temps réel, dans l'information en continu, où on est sur la priorité. Enfin, pour terminer, vous dites que sur une note beaucoup moins anecdotique, si vous avez changé les noms des véritables assassins du petit Bulger pour les affubler d'autres noms, c'est dans l'intention d'estomper cette terrible vérité selon laquelle on se souvient des noms des monstres, jamais celui de leurs victimes. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mis à part l'exception que constitue l'affaire du petit Grégory, dont peut-être aussi l'explication vient qu'on n'a pas certain du nom de son assassin, donc on se souvient du nom de la victime. Souvent, on se souvient du nom des assassins et pas celui de ses victimes. L'affaire je dirais exemplaire de ça, sur laquelle j'ai aussi travaillé, sur laquelle j'ai fait un roman, c'est Jack Léventreur. Tout le monde connaît Jack Léventreur, personne ne connaît le nom des femmes qu'il a assassinées. C'est pour Landru, c'est pareil. Ouais. Et c'est souvent vrai pour les grandes affaires criminelles. On connaît le nom des assassins, on se souvient de Landru, mais on ne se souvient pas du tout du nom des femmes qu'il a tuées. On peut en faire une liste quasi sans fin. Le docteur Pétiot a tué des gens, on ne connaît pas le nom de ses victimes. Ces gens sont devenus célèbres parce que ce sont des monstres. Alors que les victimes sont passées à la trappe de l'histoire. J'en parlais beaucoup au moment de la sortie de Retour à Whitechapel, mon premier livre. Les photos des victimes de Jack Léventreur, les seules photos qu'on ait d'elles sont des photos de la morgue. On n'a pas de photos d'elles vivantes. Parce que les pauvres ne se venaient pas photographier à l'époque. Et si elles sont devenues des images, c'est simplement c'est dû au seul fait qu'elles soient mortes, qu'elles ont été photographiées par les entités judiciaires de Scotland Yard. C'est un camouflet à pas mal de choses. C'est regrettable, mais c'est comme ça. On se souvient du nom des bourreaux, des assassins, mais très rarement de celui des victimes.
Oui, j'ai écouté une émission il n'y a pas si longtemps que ça sur, pareil, des assassins, je ne sais plus son nom, qui sont passés à la... Enfin, il y en a un de la bande qui est passé à la guillotine. Il était très beau, paraît-il, et il recevait un tas de courriers de gens en prison qui étaient fous de lui. Oui, il y a une sorte de fascination pour les monstres aussi, pour les criminels, d'autant plus s'ils ont une apparence physique plutôt agréable. Il y a plein de criminels qui se sont mariés en prison, par exemple, qui ont des courriers, qu'on appelle des courriers du cœur, et qui ont trouvé une épouse après avoir commis des forfaits abominables et être en prison. Les mariages ont été célébrés pendant leur incarcération. Ça existe. Au-delà du mariage, il y a une fascination tout court pour les crimes et pour les criminels. Ne serait-ce que là, on parle de romans policiers. Le succès des romans policiers en est un exemple. Le succès terrible des séries télévisées, des feuilletons sur les grandes chaînes, des séries criminelles dans lesquelles des abominations sont commises, en est aussi un exemple très 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 parlant. Il y a une fascination, une sorte d'attrait pour la violence. Alors ça se passe à Londres, ça se passe maintenant, là pendant le Brexit. Il y a aussi quelques allusions, mais très peu. Est-ce que vous êtes retourné à Londres ces derniers temps? Pas depuis la sortie du livre, c'est une ville que je connais bien maintenant, j'ai vécu il y a déjà un certain nombre d'années, que je connais bien, et dont je voulais parler. J'en ai beaucoup parlé au passé, dans des époques, l'époque de Jack l'Éventreur ou l'époque de la Seconde Guerre mondiale. J'avais envie aussi de parler du Londres d'aujourd'hui, du Londres de la mondialisation, du Londres très très contemporain du post-Brexit, du Londres cosmopolite, qui est plus le Londres cosmopolite du 19e siècle, avec tous ces migrants des pays de l'Est, de l'Europe, etc., mais qui est devenu un autre Londres cosmopolite avec ces populations venues du Moyen-Orient, etc. Le Londres aussi de la mode, de nouvelles tendances, de la mondialisation économique aussi. Cette réhabilitation aussi architecturale dans Londres, des quartiers extrêmement populaires, etc., sont devenus des quartiers, on dirait bobos, très, très branchés, très, très sophistiqués, avec les cuisines du monde, les galeries d'art, etc. Ce monde-là qui cohabite aussi avec un Londres toujours populaire, il n'est plus dans les mêmes quartiers, dans le Grand Londres, dans les zones un peu excentrées, reliées par le métro ou par les trains au centre de la capitale, où Lynn habite. D'ailleurs, Lynn habite loin du centre de Londres. Aller à son travail, c'est une heure de métro. Elle est tout à fait en bout de ligne dans l'extrême nord du Grand Londres. Ce Londres-là, le Londres du transport en commun, de longue distance, de la foule, j'avais aussi envie d'en parler, parce qu'il nous parle aussi vraiment de notre temps. On est vraiment là aujourd'hui dans les interrogations sur l'immigration, sur l'extrême droite, sur le Brexit, sur l'Europe, sur tout ça, qui sont des interrogations qui sont encore, elles existent chez nous, elles sont encore plus aiguës en Angleterre, parce que c'est nous, c'est un cliché de le dire, et parce que les Anglais se sont d'un seul coup, avec le Brexit, sans doute, rappelé que l'Europe, ça existait. Voilà, des interrogations qui traversent, y compris les tout jeunes, les gens qui ont 20-25 ans en Angleterre aujourd'hui sont intéressés par ces questions. Oui, on se promène un peu dans Londres, dans des quartiers plus ou moins populaires. Vous parlez aussi quand elle est dans le métro, elle voit les fils de la City, c'est-à-dire ces façons dont les gens s'habillent pour se reconnaître. C'est immense Londres, c'est une très très grande ville. Ouais. Je vous remercie pour ce livre. Tu n'auras pas peur des éditions Haché. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer l'émission? Est-ce que vous êtes parti sur un nouveau roman? Oui, je suis parti sur un nouveau roman que je compte écrire cet été, donc j'espère aller au bout. Ça sera encore une fois un changement d'époque, un changement de prétexte. Je pense écrire sur un thriller, mais qui se passera à la toute fin de la Première Guerre mondiale, donc en 1918. C'est pas un roman de guerre, ce sera un thriller. C'est des soldats qui vont déserter et à qui va arriver un certain nombre de péripéties dans leur fuite. Ok. Voilà. Je ne peux pas en dire plus. Ça se passera en France ou vous resterez encore en Angleterre? Oui, non, ça se passe en France. Ça se passe en France à la toute fin de la guerre. Ok, je vous remercie Michel Moati.